coup, on se retrouve pour le réenregistrement de l'event qui avait déjà eu lieu avant sur l'introduction au jeu de rôle. Donc on l'a déjà fait, il y avait un petit peu plus de monde, c'était suivi d'une session de questions-réponses. Ici, on va juste faire la présentation qui va durer à peu près une demi-heure. Donc, on commence et vous entrez dans une taverne. Vous voyez un chevalier qui vous remarque et qui vous dit « Oh là, aventurier, en quête d'une quête !» Weasel, il n'y a pas de taverne ici. Comment ça, pas de taverne? Mais moi c'est Rangdar, crédieu, pas Weasel. Attendez un petit peu, il faut qu'on règle quelques petites choses. J'ai besoin de vous introduire ce que c'est que le jeu de rôle. On va commencer par s'intéresser donc à ce que c'est. En 2, on va s'intéresser à comment ça marche. Et en 3, on va s'intéresser à pourquoi les gens en font. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Un petit peu d'histoire d'abord pour savoir comment c'est apparu dans notre monde moderne, le jeu de rôle. On remonte à 1970 avec Gary Gygax, qui est le créateur de Chainmail, un wargame à base de figurines et de règles très compliquées, dans lesquelles se trouve une règle optionnelle qui a permis aux joueurs de jouer un personnage plutôt que des figurines, donc d'interpréter un personnage. Ça a eu un grand succès à ce moment-là quand c'était introduit dans le jeu de Chainmail. Et Gary Gygax, le même, a sorti en 1974 un livre intitulé Dungeons and Dragons, ou Donjons et Dragons en français, qui a été du coup le premier livre de jeu de rôle commercialisé qui s'inspire de l'univers médiéval fantastique du Seigneur des Anneaux. Donc, si vous voulez, il a pris cette règle optionnelle qui avait bien marché, et il en a fait vraiment une œuvre complète avec toute l'idée du jeu de rôle qu'on va développer un peu après. Et bien entendu, il n'y a pas que Donjons et Dragons dans le jeu de rôle, et l'un des grands monuments du jeu de rôle qui est sorti 5 années plus tard, en 1981, s'appelle l'Appel de Cthulhu, ou Call of Cthulhu, pardon, qui est un célèbre jeu de rôle décrivant le mythe des nouvelles de Lovecraft, donc qui s'inspire de toute l'œuvre de Lovecraft, et qui est assez fondateur, on va dire, dans le paysage du jeu de rôle. J'ai quand même une hypothèse sur le jeu de rôle, c'est que là on parle de livres commercialisés, mais c'est assez fondamental comme idée, et je pense que des gosses dans la cour des écoles font ça depuis très longtemps, depuis bien avant que ça existe, voire même en général des gens auraient pu en faire dans l'histoire sans que ça soit assimilé à du jeu de rôle. Donc qu'est-ce que c'est? Déjà, peut-être un point commun qu'il y a dans toutes les formes de jeu de rôle, c'est qu'il existe un monde imaginaire commun. Il y a plusieurs personnes, donc des joueurs ou on va voir, des participants, qui imaginent un même univers, une même scène, de mêmes personnages, et qui, via le langage, décrivent leur point de vue, les éléments du monde, les dialogues entre les personnes. Et chaque participant va avoir une forme de responsabilité vis-à-vis de certains éléments du monde imaginaire commun. On va revenir un petit peu sur tout ça dans la suite, en partie 2, pour savoir comment ça fonctionne. Mais avant ça, j'aimerais vous montrer déjà plus concrètement en quoi consiste une partie de jeu de rôle. Alors ici vous avez un schéma qui vous représente la partie de jeu de rôle typique de ce qu'on appelle le jeu de rôle sur table ou tabletop RPG, où on va retrouver cette structure assez souvent de personnages joueurs, maître de jeu et personnages non joueurs. Alors, déjà les participants, donc le maître de jeu que j'ai représenté en rouge ici, ou meneur de jeu, c'est celui qui va avoir la responsabilité de l'univers en entier, il va être responsable du décor, de décrire l'histoire, etc. Et en bleu, on a ce qu'on appelle les joueurs, qui sont d'autres participants, et chaque joueur, typiquement, a un personnage, qu'on appelle un personnage joueur, et il va avoir devant lui, comme on voit sur le petit schéma, une fiche de personnage qui décrit le personnage en question, quelques dés dont l'usage va être expliqué un petit peu après. Et le MJ, du coup, va jouer les personnages non joueurs, c'est-à-dire les personnages qui ne sont pas joués par un joueur. Et voilà. Et donc les joueurs, en bleu, sont responsables uniquement de leur personnage à eux. Mais ça, c'est une forme de jeu de rôle. On en dénombre de très nombreuses, et je vous ai mis les principales, en tout cas, peut-être que j'en ai oublié, mais les principales ici. Donc JDR sur table tout en haut à gauche, comme je vous l'ai montré juste avant. On peut imaginer exactement la même chose en ligne, on peut retirer la table et remplacer ça par des ordinateurs. Donc c'est très actuel, on va dire, avec le Covid-19. Mais on peut aussi imaginer, comme ça se fait encore aujourd'hui beaucoup, du jeu de rôle via un jeu vidéo, donc avec une plateforme vidéoludique sur laquelle les avatars se déplacent. Il y a une forme très importante qui est le grandeur nature, où cette fois-ci on incarne le personnage de pied en cap, souvent en se déguisant et en allant dans des lieux où incarner le personnage.
On peut aussi compter pas mal de jeux de rôle sans meneur de jeu, sans maître de jeu, où par exemple ça va plus consister à créer des histoires en groupe, et souvent on va être aidé d'un système de jeu qui va nous décrire justement quel est le rôle de chacun dans la création en groupe. Et une petite variante qui a néanmoins son importance, qui est le MASLAP, ou Massive Live Action Roleplay. Donc c'est en fait une variante du GN, du Grandeur Nature, sauf qu'elle est à grande échelle, il y a énormément de gens, moi j'en ai fait, il y en avait plusieurs milliers de personnes qui se castagnent en toute sécurité avec des armes en mousse, etc. Et donc c'est très sympa, et il en existe une infinité d'autres qui peuvent se découvrir sans même avoir de nom, juste au détour d'une partie avec des amis qui sort un peu des carcans habituels. Et dans tout ça, peu importe la forme de jeu de rôle qu'on adopte, il y a ce qu'on appelle donc un système de jeu. Même dans le cas où il n'y a pas vraiment de système, c'est-à-dire de livres écrits, etc., il y a quand même un ensemble de règles que tous les participants respectent. Ou en tout cas doivent respecter pour que ça se passe bien. Donc le système de jeu, c'est ce qui dicte les règles avec lesquelles l'univers du jeu est simulé. Donc son objectif, c'est, en partie, d'objectiver la résolution des actions. On reviendra sur ce point dans un prochain événement sur le système de jeu et le hasard. Mais du coup, voilà, ce système va permettre d'ajouter de la profondeur et de l'imprévisibilité dans le jeu, de façon acceptée de tous et assez impartiale. Et donc j'ai mis quelques petites images parce que souvent les systèmes de jeu s'accompagnent d'un élément de hasard, c'est pas toujours le cas, et le plus connu d'entre tous, ce sont les dés, mais on trouve aussi pas mal de systèmes à base de cartes, ou d'autres choses encore. Et enfin, un élément commun de beaucoup de systèmes, c'est la fiche de personnage qui va résumer, grâce à des scores et à des descriptions, tout ce qu'un personnage joueur ou non joueur peut faire, à quel point il sait le faire, et bien d'autres informations sur ses avantages, désavantages, sa personnalité, son histoire, etc. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce qu'est le jeu de rôle, j'espère, avec cette première partie, cette première présentation. Mais j'aimerais arriver maintenant sur une partie un petit peu plus capillotractée, peut-être se poser une question, c'est de savoir comment ça marche. Parce que on le remarque pas forcément quand on démarre, mais il y a un paradoxe dans le jeu de rôle. Le paradoxe du monde imaginaire commun, que j'ai cité juste avant. Comment être sûr, quand on se met autour d'une table avec 5 autres personnes, que chaque participant a bien le même monde en tête, alors qu'il n'existe pas forcément de support sur lequel ce monde existe par lui-même, comme ça pourrait être le cas dans un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, par exemple, on se balade sur une map, on voit ce qu'il y a pas de doute. Par contre, voilà, quand on est en train de décrire avec le langage ce qu'on est en train de visiter, une taverne, etc., comment être sûr que chacun a bien la même image de la taverne en tête? Et plus généralement, donc la question que je pose, c'est comment se fait-il que le JDR fonctionne sans effort particulier, parce qu'il n'y a pas vraiment de travail à faire pour que ça fonctionne, étant donné ce paradoxe. Je vais pas forcément rapporter la réponse unique à cette question, mais je vais apporter quelques pistes de réflexion. La première d'abord, c'est de mettre en avant la puissance du langage et la magie de l'esprit humain grâce à ce langage. En réalité, je pense que chaque personne autour d'une table de jeu de rôle se fait une idée complètement différente du monde imaginaire commun. Il y a beaucoup de choses qui varient en fait entre les représentations des différents participants, sans que finalement ça pose problème, et je vais expliquer peut-être un peu pourquoi. Mais il faut voir voilà, que l'esthétique exacte d'une scène, tous les éléments du décor, les détails, etc., la position des éléments importants, tout ceci est automatiquement comblé par l'esprit humain, et je vais décrire juste après de quelle façon. Et il y a seulement 2 types d'éléments sur lesquels on peut s'assurer ou être plutôt confiant sur le fait qu'ils sont partagés entre toutes les représentations. Les premiers éléments, c'est ceux qu'on est capable d'énoncer par le langage, et qui sont donc énoncés par le langage par l'un des participants. Donc si le maître du jeu, par exemple, vous dit « vous arrivez dans une taverne, il y a une table avec 5 chevaliers assis autour de cette table », on peut être sûr que dans toutes les représentations des participants, s'ils comprennent le langage utilisé par le MJ, alors il y a bien au moins une table avec 5 chevaliers dedans, le tout dans une taverne. On n'a pas forcément les détails de comment les chevaliers sont habillés, à quoi ils ressemblent, est-ce que c'est que des hommes, à quoi ressemble la table, etc. Est-ce qu'il y a des chaises encore libres, bref. Mais on a quand même ces éléments décrits par le langage. Et il y a une autre catégorie, c'est ceux qui tombent sous le sens, à partir des éléments décrits par le langage. Donc je vous ai dit qu'il y avait une table avec des chevaliers, vous avez imaginé donc qu'il y avait des bancs ou des chaises sur lesquelles ces chevaliers étaient assis, ça serait un petit peu absurde de considérer que c'est pas le cas, et pourtant j'ai pas eu besoin de le dire. Donc j'ai mis une petite représentation à droite
où on voit de façon imagée 3 représentations, 3 perceptions complètement différentes, mais quand même des points communs, donc ces petits symboles abstraits qui les relient. Et donc, ce qui fait fonctionner tout ça, le liant de tout ça, c'est le sens commun, qui est un ingrédient essentiel du jeu de rôle. Il faut voir qu'en fait, l'esprit humain va combler le vide dans les descriptions que le maître du jeu ou qu'un joueur va donner, avec ce qui lui semble le plus vraisemblable. En fait, il va finalement chercher à ajouter le moins d'informations possible. Alors, ajouter le moins d'informations possible, ça ne veut pas dire ne rien mettre à la place du vide. Quand je vous ai dit il y a ces chevaliers assis à une table, vous avez imaginé qu'il y avait des chaises ou des bancs, parce que c'est ce qui consiste en le moins d'informations. Si je vous montre au hasard comme ça, si je vous montre une table dans une taverne n'importe où dans le monde, il y a de grandes chances qu'il y ait une chaise au niveau de cette taverne, et ça serait finalement une information supplémentaire, une information inhabituelle de dire qu'il n'y a pas de chaise, pas de banc. Et donc, voilà, le cerveau va combler avec ce qui est le moins étrange, avec ce qui est le plus vraisemblable, le plus probable. Donc c'est ce qu'on va appeler la position par défaut, et c'est ça qui va permettre à votre esprit d'imaginer des éléments qui n'ont même pas été décrits ou évoqués. Et le sens commun, c'est ce qu'il y a de commun, donc, dans ces positions prises par défaut par tous les humains avec lesquels vous pourriez jouer au jeu de rôle. Si par exemple quelqu'un, par défaut, considère qu'il n'y a pas de chaise alors que je lui ai décrit une table avec des chevaliers, on pourrait juger que cette personne manque un peu de sens commun, qu'il n'a pas souvent été dans un restaurant ou dans une taverne, et donc on peut aussi considérer que quand on décrit ça, on n'a pas besoin de tout préciser, on peut être suffisamment en confiance sur le fait que les autres participants vont à peu près comprendre ce qu'on voulait dire. Et donc le JDR repose en quasi-intégralité finalement sur le sens commun, en cela que les participants peuvent induire et déduire ce qu'ils n'ont pas dit, enfin les autres participants peuvent induire ce que je n'ai pas dit à partir de ce que j'ai dit. Et je leur fais confiance pour le faire correctement. Tout ceci, donc, leur faire confiance, ça demande une dernière chose, qui est la suspension d'incrédulité et la charité interprétative. Donc c'est des choses qu'on retrouve dès qu'on va... Enfin, c'est des concepts qui nous viennent, si vous voulez, des œuvres de fiction. Donc quand on va voir un film, on dit qu'on va suspendre son incrédulité, c'est-à-dire qu'il va se passer des choses dans le film qui sont fantastiques, mais on va considérer que dans l'univers du film et pendant le temps du visionnage du film, cette chose-là se passe vraiment, et on suspend notre incrédulité vis-à-vis de cette chose-là. Et bien c'est pareil dans le jeu de rôle, il faut suspendre son incrédulité, et chaque participant doit le faire. C'est-à-dire qu'il faut accepter de considérer temporairement le monde imaginaire comme une part de la réalité dans laquelle on se projette mentalement. Et c'est notamment essentiel pour tout ce qui va s'agir d'implication émotionnelle que je vais couvrir dans la partie 3 sur les intérêts du jeu de rôle. Et donc, ça c'est pour la partie suspension d'incrédulité, donc voilà, il faut se projeter dans un monde même s'il est fantastique, parce qu'on peut quand même avoir des positions par défaut et des intuitions dans un monde fantastique. Là, je vous ai parlé d'une taverne, mais si se trouve il y a des dragons à côté, mais ça ne vous a pas posé de problème pour imaginer une taverne. Et le deuxième truc, donc, c'est la charité interprétative. C'est de considérer que les autres participants jouent aussi le jeu du mieux qu'ils le peuvent. Donc l'exercice consiste notamment à accepter l'asymétrie d'informations. Un autre participant peut savoir quelque chose que je ne sais pas. Donc le maître du jeu, à commencer par lui, sait quasiment tout. Il sait pas tout, mais il sait quasiment tout. Et donc c'est évident quand on est un joueur qu'il y a des choses que le maître du jeu sait, que nous ne savons pas. Et pourtant, du coup, il faut lui faire confiance pour apporter les éléments dans le jeu, dans le scénario, etc., de façon cohérente avec l'univers. Et s'il se passe quelque chose qui nous choque, qui nous surprend en tant que joueur, c'est peut-être parce que le maître du jeu avait une raison que nous ne connaissons pas de faire intervenir tel ou tel événement, telle ou telle chose. Et donc chacun autour de la table doit faire preuve donc de charité interprétative et considérer que tous jouent le rôle raisonnablement et utilisent du mieux qu'ils le peuvent leur sens commun pour considérer, pour imaginer, pour avoir une vision commune, on va dire, du monde virtuel, du monde imaginaire. Et enfin, puisque c'est pas possible autrement, de toute façon, il faut savoir accepter l'imprécision. Même si on y passe des heures à décrire toute une scène dans les moindres détails, il y aura toujours des imprécisions dans les descriptions de ces éléments. Il faut pourtant les accepter. C'est pas très important que je vous dise, par exemple, en entrant dans cette taverne avec des chaises partout, de quelle couleur sont les coussins sur les chaises. D'ailleurs, je vous ai même pas dit qu'il y avait des coussins.
Mais c'est pas très grave à la limite, parce que ça n'a pas forcément d'impact dans le jeu, dans le scénario, dans les choix que vont faire vos personnages, dans finalement ce qui est intéressant dans le jeu de rôle. Finalement, chaque joueur, chaque participant est libre d'imaginer un petit peu comme il veut cette taverne dans son esthétique exacte, à moins que le maître du jeu ait vraiment décidé de retranscrire une image très précise, auquel cas il pourra la décrire. Et c'est seulement en cas de besoin, donc si un personnage, un joueur, a besoin d'une information pour jouer son personnage et pour prendre des décisions, alors le langage vient à la rescousse pour formuler des requêtes à d'autres participants. Donc soit le MJ qui pourrait demander à un joueur comment est habillé ton personnage, pour lui demander une description, ou un joueur qui demande au MJ est-ce que je vois des mendiants dans la rue, peut-être pour aller leur poser des questions, etc. Et donc voilà, on accepte cette imprécision, on accepte l'horizon de l'information sur les choses qui ont été décrites, et on sait qu'à tout moment, si besoin, on peut repousser un petit peu cet horizon en formulant une requête au participant qui est responsable de cette partie-là du monde imaginaire. Donc voilà un petit peu pour la façon dont ça fonctionne, et peut-être une des résolutions de ce paradoxe, c'est comment on se retrouve à s'imaginer un monde commun et comment ça marche. On va venir maintenant sur une troisième partie qui est celle de l'intérêt. Pourquoi et en quoi le jeu de rôle est intéressant? Pourquoi il rencontre du succès auprès de pas mal de gens de milieux assez divers? Et qu'est-ce qu'il pourrait vous apporter si vous n'en faites pas déjà? Alors je précise d'abord, avant de rentrer dans la liste, que je vais citer quelques raisons. Il y en a probablement, si vous connaissez le JDR, qui vous sont propres, mais je ne vais pas pouvoir tout citer, donc excusez-moi d'avance. La première, la plus évidente, c'est le divertissement. De la même façon qu'on peut aller regarder un film ou lire un livre, on trouve dans le jeu de rôle le fait de vivre des histoires, de découvrir des secrets, de se prendre pour un héros, de se faire surprendre, d'avoir peur. Et peut-être la grande différence entre les œuvres de fiction et la réalité, c'est le fait qu'on peut vivre tout ça en restant en sécurité. Je pense que si vous viviez l'aventure du Seigneur des Anneaux en vrai, vous ne seriez pas forcément le plus heureuse des personnes. Une spécificité par contre du jeu de rôle, donc le divertissement c'est assez général, mais la spécificité du jeu de rôle c'est que c'est une fiction interactive à budget quasiment illimité. Donc dans la plupart des œuvres de fiction classiques, il y a une forme de passivité du spectateur, alors que le jeu de rôle produit des fictions qui sont hautement interactives, qui dépendent même en quasi-intégralité de chaque participant. Alors on est bien au-delà, je vais préciser quand même, parce que j'ai dit que les autres œuvres de fiction classiques étaient avec un spectateur assez passif, c'est peut-être pas le cas des jeux vidéo, mais il y a quand même une grande différence entre l'interactivité limitée qu'il y a dans les jeux vidéo et la liberté d'action quasi totale qu'il y a dans un jeu de rôle. Et je pense que, c'est une théorie personnelle, hein, mais je pense que cette implication personnelle que peuvent avoir des joueurs dans un jeu de rôle dépend fortement de cette liberté totale d'action. On devient responsable de ce qu'on fait, et donc on s'implique personnellement dedans. Pourquoi je dis liberté totale d'action alors qu'évidemment un personnage peut se retrouver face à un mur et ne pas être capable de réaliser une action? Et ben c'est parce que ça n'empêche pas finalement le joueur de tenter l'action, de dire que son personnage essaye. Il n'y a aucune limite à ce qu'un joueur peut demander à essayer, aussi absurde que ce soit. Finalement, c'est le livre de règles et le maître de jeu qui, in fine, interviendront pour décider les conséquences de la tentative. Mais contrairement à un jeu vidéo, par exemple, avec des choix limités où on ne peut pas tenter n'importe quoi, on peut tenter que ce que le jeu nous autorise à tenter, ici, on peut tenter tout ce que le langage peut formuler. En tant que MJ, d'un autre point de vue, c'est la liberté narrative qui est totale. Imaginez la comparaison avec quelqu'un qui réaliserait un film ou écrirait un livre. Peut-être pas écrire un livre, du coup, c'est un petit peu particulier aussi. Mais il y a cette liberté de décor, de scénario, de personnages, d'effets spéciaux. Tout étant imaginé, les limites sont celles du cerveau humain, on n'est pas limité par un budget quelconque. Alors, ça va sans dire quand même que tout ça demande du travail. Donc, plus précisément, improviser des choses ou ajouter des éléments à un univers narratif, qu'on soit MJ ou joueur, ça demande du calcul mental, ça demande de réfléchir. Ça se fait pas comme ça intuitivement, ou même si ça se fait intuitivement, on le fait à une vitesse limitée. Ce qui fait que, en partie, pendant la session de jeu de rôle, il est totalement possible d'improviser, mais ça se fera à une quantité limitée, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin, on ne pourra pas faire une infinité de personnages d'un seul coup. Et donc pour avoir un scénario complexe, beaucoup de personnages et de décors très précis, etc., c'est très important de travailler en amont de la partie, qu'on soit MJ ou qu'on soit joueur, et
Parce que voilà, les limites du cerveau restent contraignantes, c'est juste qu'on n'a pas de limite monétaire sur ce qu'on veut faire. Enfin, un autre intérêt majeur du jeu de rôle, c'est que c'est une activité sociale de création. Donc sociale d'un côté et de création de l'autre. Donc déjà, en fait, tout ceci, là, tout le jeu de rôle, ça serait quand même vachement moins amusant si on était seul. Ce serait même un petit peu triste. La force du jeu de rôle, en fait, c'est de proposer un cadre dans lequel des participants peuvent créer à plusieurs de façon collaborative. Donc via des règles, des responsabilités créatives, etc. Ça permet notamment, grâce à cette suspension d'incrédulité, à cette charité interprétative dont j'ai parlé avant, de coopérer, de se faire surprendre, de rencontrer l'adversité, tout en étant en sécurité. Tout ça, ça serait pas possible si on était seul. Même un joueur face à un jeu vidéo en solo, finalement, il n'est pas vraiment seul, il est avec le concepteur du jeu vidéo. Donc tout ceci, dans le jeu de rôle, ne pourrait pas avoir lieu si on était seul. À moins de ne pas être seul dans sa tête, mais du coup, on n'est pas vraiment seul. À côté de ça, voilà, donc peut-être le liant de tout ça, une chose qui rend tout ça possible, c'est la distribution des responsabilités créatives qui permet la plupart du temps d'éviter les frustrations. C'est-à-dire qu'un joueur, enfin chaque participant de la table, sait tacitement ce sur quoi il a la main. Souvent, on va considérer qu'un joueur a la main sur son personnage, ses vêtements, ses actions, ses dialogues, euh, mais potentiellement, il peut aussi avoir la main sur le village dont il provient, sur sa famille, etc. Peut-être qu'il peut avoir construit tout ça dans l'univers, tandis que le MJ va avoir une responsabilité un petit peu plus grande, mais qui est aussi limitée. Voilà, le MJ ne va pas pouvoir dire à un joueur ce que son personnage pense, ou en tout cas, s'il le fait peut-être trop souvent, ça pourra créer des frustrations chez le joueur. Donc voilà, c'est important dans le jeu de rôle, et c'est peut-être ça qui fait que ça marche bien, c'est de bien séparer les responsabilités créatives dans la narration. Et on peut voir le résultat de tout ça. Donc c'est souvent les impacts d'une session de JDR se ressentent en dehors du jeu. Donc c'est un moment souvent de partage entre passionnés et amis. J'irai même plus loin en disant que souvent ça peut réunir des gens qui ne se connaissent pas et qui deviennent amis via cette activité sociale. C'est aussi un moment où on partage énormément de nous. Il y a un côté très artistique à ce qu'on peut mettre dans une narration de jeu de rôle, qu'on soit MJ ou joueur encore une fois, et on se donne beaucoup, on se met en vulnérabilité au moins face aux gens avec qui on est en train d'interagir, et donc ça peut créer des liens assez forts entre les personnes. Et c'est pas pour rien, je pense que le JDR est aussi utilisé en team building dans des variantes un petit peu moins geek et un petit peu plus acceptables dans un milieu de travail. Et enfin, une composante non négligeable et qui fait que souvent le jeu de rôle peut être utilisé en thérapie ou en team building aussi, c'est que ça permet de mettre en place des situations à très faible coût, donc des situations fictives, mais qui pourraient tout à fait être réelles à un moment donné dans la vie. À condition que la simulation de cette situation soit pertinente, donc qu'il n'y ait pas d'absurdité dans le récit, dans les interactions entre personnages, etc. La situation imaginée, pour le cerveau, elle est très proche d'une situation vécue. Il y a assez peu de différence dans les émotions, on va dire, dans l'implication émotionnelle que ressent la personne. Je pense que c'est le fait d'incarner un personnage qui implique de facto l'identification et l'implication personnelle et émotionnelle dans le personnage et dans l'histoire, parce qu'il y a ce sentiment de responsabilité dans les actions. Puisque tout ce qu'on fait dans un jeu de rôle vient de nous, tout ce que notre personnage fait vient de nous, vient de nos décisions, il en résulte qu'on peut avoir un vécu beaucoup plus intense, on est obligé d'assumer les conséquences de nos décisions, bien qu'elles ne soient pas dangereuses pour nous-mêmes dans notre intégrité physique, elles peuvent l'être pour notre personnage, et donc on peut avoir un vécu très intense des situations, contrairement à un livre ou un film où on peut s'identifier au personnage, bien sûr, mais on est peut-être un petit peu moins en raccord avec tout ce qu'il peut faire, toutes les décisions qu'il peut prendre. Et ça va sentir que le jeu de rôle a aidé et continue d'aider de nombreuses personnes timides qui ont parfois du mal à s'exprimer en public, à prendre des décisions, etc. Même lorsqu'il est pratiqué, et souvent d'ailleurs, lorsqu'il est pratiqué pour le loisir, qu'il n'est pas là juste thérapiquement, qu'il est vraiment là pour le loisir. Et donc j'en arrive à la fin de cette présentation. Donc j'ai cité, pour rappel, qu'est-ce que c'était que le jeu de rôle, comment ça fonctionnait avec ce paradoxe du monde imaginaire commun et les intérêts que ça pouvait porter. Donc c'était une introduction au sujet, et je prévois de m'attaquer au sujet un petit peu plus précis suivant, donc le hasard dans les systèmes de jeu, les styles narratifs, avec une catégorisation des 3 gros styles narratifs, en tout cas des piliers qui les présentent, l'immersion et la mise en scène,
Parler aussi du méta-jeu ou du contrat social qui soude les joueurs autour d'une partie de jeu de rôle. Et enfin, pourquoi pas une présentation sur les jeux vidéo, la similarité et spécificité avec ça et le jeu de rôle. Alors, étant donné que c'est un réenregistrement, le prochain sujet a déjà été choisi. Il s'agit du sujet A, le hasard et les systèmes de jeu, et il ne devrait pas tarder à avoir lieu. Il y aura un enregistrement également. Donc voilà, j'ai terminé. J'espère que j'ai pas été trop rapide dans mon rythme vocal, parce que je devais faire ça vite. Mais c'est bon. Merci à tous d'avoir suivi.